Pour beaucoup de personnes, des vacances sont censées leur offrir une pause dans la routine monotone de la vie quotidienne. Plus de réveil à 6 heures du matin, plus besoin de courir dans toute la maison pour préparer les enfants et soi-même pour l'école, plus de longues journées de 9 heures debout au travail. Du moins pendant un certain temps, mais pour certaines personnes, des vacances relaxantes peuvent devenir leur pire cauchemar. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 affaires troublantes de personnes disparues pendant leurs vacances. Theo Hayes, 18 ans, a été vu pour la dernière fois à 23 h le 31 mai 2019 quittant la boîte Cheeky Monkeys à Byron Bay, Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Theo, de nationalité belge, était arrivé en Australie à la fin de 2018 avec un visa vacances-travail et pendant des mois, il avait vécu dans le pays, s'adaptant à une nouvelle vie et se faisant des amis au fil du temps. Il est à noter que Theo devait rentrer chez lui en avion seulement 1 semaine après sa disparition. Sa famille, sans nouvelles à ce moment-là, a signalé sa disparition. Le signalement officiel de sa disparition a été daté du 6 juin. Ce même jour, l'auberge Wake Up, où il séjournait, a contacté la police parce qu'il aurait dû quitter les lieux 3 jours plus tôt, mais il n'était pas venu récupérer ses affaires. La grande majorité des affaires qu'il avait apportées en Australie avaient été laissées à l'auberge, y compris son passeport. Après ces signalements, la police a enquêté sur la localisation de Theo. Son téléphone a émis un signal près du cap Byron le 1er juin, le lendemain de sa disparition. Les informations de Google Maps ont montré qu'il avait cherché son auberge sur l'application pour rentrer chez lui, mais qu'il avait marché dans la direction opposée. Il s'est ensuite arrêté pendant 7 minutes au filet de cricket locaux avant d'emprunter un sentier non éclairé et difficile à travers la brousse jusqu'à Tallow Beach à Byron Bay où il a continué jusqu'à un endroit connu localement sous le nom de Cozy Corner. La coopération de WhatsApp a permis à la police de consulter ses messages récents, mais ils n'ont pu voir qu'une partie limitée en raison des mesures de chiffrement de l'application. Les autorités ont longuement cherché Theo avec hélicoptères, drones, chiens de recherche, plongeurs et alpinistes. Ses parents se sont rendus en Australie quelques jours après sa disparition pour aider aux recherches et rencontrer les enquêteurs en personne. Son père a déclaré à la presse en lançant un appel à témoins « Quand j'ai quitté la Belgique, j'ai promis au petit frère de Theo, Lucas, que je ramènerais son grand frère à la maison. S'il vous plaît, aidez-moi à tenir ma promesse envers lui. » La famille de Theo était très présente et déterminée lors de l'enquête officielle, poussant souvent les autorités à rester concentrées et actives sur l'affaire. En juillet, plus d'1 mois après la disparition du jeune homme de 18 ans, des bénévoles ont trouvé dans les broussailles de Tallow Beach une casquette Puma grise similaire à celle qu'il portait. Aucune autre preuve n'a été retrouvée et il n'est pas certain que la casquette ait été formellement liée à Theo. Avec peu d'éléments sur lesquels s'appuyer, la police n'avait que des théories. La principale hypothèse était qu'il était tombé des falaises près du phare de Tallow Beach dans un cas de mésaventure. Sa famille ne croit pas qu'il aurait tenté un tel exploit dans l'obscurité. La police pense que son corps a probablement été emporté par la mer. L'analyse des données de son téléphone a montré que l'appareil est monté de la plage jusqu'au promontoire et est resté dans la zone jusqu'à ce qu'il se déconnecte complètement dans l'après-midi du 1er juin. Cependant, les autorités n'ont pas pu expliquer pourquoi Theo serait allé à la plage, évoquant plusieurs hypothèses. Qu'il se soit perdu, mal orienté par Google Maps, qu'il ait eu des tendances suicidaires ou qu'il ait été sous l'effet de drogues ou d'alcool. On a aussi suggéré que son corps n'ait pas été retrouvé à cause d'une intervention humaine ou qu'il se soit égaré dans la broussaille. Une théorie suggérait aussi qu'un requin l'aurait emporté. En 2022, une enquête a eu lieu sur la mort de Theo. La coroner d'État Teresa O'Sullivan a décrit ce jeune homme de 18 ans comme intelligent, doux, réfléchi et promis un bel avenir. Elle a conclu qu'il était sans doute décédé à Byron Bay ou près de là le 1er juin 2019. Cependant, elle a ajouté
qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer ou rejeter les théories avancées, y compris celle selon laquelle il aurait été victime d'un acte criminel ou serait décédé accidentellement. Elle a aussi précisé qu'on ne savait pas s'il avait consommé drogue ou alcool à ce moment. Madame O'Sullivan a indiqué que les données du téléphone de Theo soutenaient la théorie de l'accident, mais elle a aussi noté une difficulté majeure. Il était incohérent avec le caractère du jeune homme de 18 ans qu'il soit sorti sur un chemin sombre et accidenté tard la nuit. Elle a dit que Theo était responsable et prudent. Il est difficile de voir un quelconque chemin qui monte depuis Cozy Corner la nuit. Il fait très sombre et c'est dangereux. La famille soutient qu'il serait totalement incohérent avec le caractère de Theo de tenter quelque chose d'aussi imprudent, surtout seul. Elle a s'y ajouté que cette théorie supposait aussi qu'un touriste ignorant la région aurait pu traverser la brousse dense pour atteindre Tallow Beach, et a souligné que les données du téléphone montraient que Theo avait pris un chemin très difficile et inhabituel. L'affaire n'est toujours pas résolue. Theo Hayes, 18 ans, a été vu pour la dernière fois le 31 mai 2019 à 23h, quittant la boîte Cheeky Monkey sur Johnson Street à Byron Bay, Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter Crime Stoppers au 1800 et 300 33 000 livres. Emma Tresp. Emma Tresp, 71 ans, vivait à North Little Rock, Arkansas, lors de sa disparition fin des années 1990. Selon les témoignages, elle était une catholique dévouée et passionnée de voyage. Ayant élevé ses enfants plus tôt, elle profitait de sa retraite et, en 1998, décida d'unir ses passions pour les voyages et la religion en partant en retraite dans un monastère bénédictin près de Picos au Nouveau-Mexique. Elle connaissait bien cet endroit et l'avait déjà visité. Le 31 août 1998, Emma quitta la maison de sa fille à Stillwater, Oklahoma, pour se rendre à Picos, mais elle n'est jamais arrivée à la retraite. Elle avait été vue pour la dernière fois à Santa Rosa, au Nouveau-Mexique, lorsqu'elle a acheté de l'essence dans une station-service vers 15h. On pense qu'elle aurait dû arriver au monastère vers 16h30 ou 17h, sauf si elle s'est encore arrêtée. Le temps était clair et doux, et le soleil s'est couché entre 20h et 21h ce soir-là. Donc, il était peu probable qu'elle conduise dans l'obscurité, sauf si elle s'était perdue ou avait fait demi-tour plus tôt. La Honda Civic blanche d'Emma, 4 portes, plaque 672 AOK, a été retrouvée le 13 septembre après qu'un chasseur l'a découverte par hasard. Elle était verrouillée et abandonnée sur la route 63A, dite route du diable, près de Picos, à 10 à 15 miles de la route 63. La route 63 était celle qu'Emma voulait prendre, et bien que les deux aient des noms similaires, il était difficile de les confondre, étant donné que l'une était un chemin de terre et l'autre une vraie route goudronnée. Les autorités ont constaté que la voiture d'Emma était bloquée sur un rocher, fissurant le carter d'huile. Ils pensaient donc qu'elle s'était ensuite éloignée à pied pour chercher de l'aide, mais on ignore dans quelle direction elle aurait pu aller. Ils ont vu des empreintes près de la voiture, puis elles ont disparu. Les chiens de recherche n'ont pas pu suivre son odeur au-delà du véhicule. Dans les jours qui ont suivi la découverte, des policiers et des bénévoles ont fouillé la zone boisée voisine à la recherche du moindre signe d'elle, mais rien n'a été trouvé. Pas de sang, pas de vêtements déchirés, aucun signe de jeu déloyal ou d'attaque animale. Elle avait sûrement son sac à main lors de sa disparition, car il n'était pas dans la voiture, mais tous ses autres effets, dont son téléphone chargé, avaient été laissés derrière. Les enfants d'Emma ont vite appris qu'elle n'était jamais arrivée au monastère après sa disparition. Ils ont d'abord contacté les hôpitaux, croyant à un accident, mais n'ont trouvé aucune trace d'elle. Ils ont distribué des prospectus et cherché sa voiture avant qu'elle ne soit retrouvée le 13 par le chasseur. Ils l'ont déclarée disparue le 8 septembre après avoir épuisé toutes les pistes. Les enfants d'Emma ont remarqué qu'elle restait mentalement alerte et n'avait aucune perte de mémoire, malgré son âge. Cependant, ils ont remarqué qu'elle s'était, à plusieurs reprises, trompée de direction en conduisant. Même si Emma connaît bien le chemin du monastère, cela pourrait expliquer pourquoi elle a pris la route 63A au lieu de la 63. Aucune nouvelle dans l'affaire depuis, Emma reste disparue. Si elle est en vie,
Elle aura 98 ans. Emma Tresp a été vue pour la dernière fois à 15 heures. L'après-midi du 31 août 1998, elle s'est arrêtée à une station-service à Santa Rosa, Nouveau-Mexique. Elle est décrite comme une femme blanche, aux cheveux châtains grisonnants et aux yeux verts. Au moment de sa disparition, elle pesait entre 54 et 61 kilos. Elle mesure entre 1,68 m et 1,70 m. On ignore ce qu'elle portait lors de sa disparition, sauf un t-shirt et un pantalon. Parmi les autres caractéristiques notables de son apparence, on peut citer un grain de beauté sur le côté droit de son nez et le fait qu'elle porte des lunettes. Elle a également des varices. Si vous avez des informations sur la disparition d'Emma ou sa localisation, contactez le département de la sécurité publique du Nouveau-Mexique au 5058 27930. Barbara Monaco. Barbara Monaco, âgée de 18 ans, vivait à Derby, dans le Connecticut, au moment de sa disparition. Cependant, sa sœur Joanne avait prévu de se rendre à Virginia Beach, en Virginie, avec 2 de ses amis le lendemain du 18e anniversaire de Barbara et a décidé d'emmener sa sœur avec elle lors du voyage en guise de cadeau. Elles sont parties le 20 août et se sont enregistrées à l'Aloha Motel, 15e rue pour une semaine. Les 4 filles passaient leur journée sur la plage et faisaient la fête le soir dans les bars locaux. 2 jours plus tard, le 22 août, Barbara et Joanne sont allées au Country Comfort Bar sur l'avenue Pacifique. Lors de leur séjour, alors qu'elles étaient avec les amis de Joanne, Barbara a été constamment importunée par un homme insistant pour qu'elle accepte un rendez-vous. Il se serait vanté d'avoir un yacht dans l'espoir de la convaincre d'accepter. Mais d'après tous les témoignages, Barbara n'était pas intéressée. Elle avait déjà prévu un rendez-vous avec un barman local rencontré plus tôt pendant les vacances. Barbara a quitté sa sœur et ses amis vers 1h du matin pour aller au bar Peabody's, à 6 pâtés de maison, où elle devait retrouver le barman. D'après les témoins, la jeune femme de 18 ans est montée dans une voiture sur Pacific Avenue avec 4 ou 5 hommes. On ne l'a jamais revue. Joanne était inquiète lorsqu'elle n'a pas revu sa sœur plus tard dans la matinée. Elle se rappelle « Je savais qu'elle ne partirait jamais sans revenir ». Elle s'est approchée du barman qui lui a dit que Barbara n'était jamais venue, puis elle a contacté la police qui lui a dit qu'elle devrait attendre 48 heures avant de pouvoir déposer un signalement pour disparition. Elle a tenté à plusieurs reprises de convaincre la police de la prendre au sérieux, mais ils ont insisté. Barbara, majeure à 18 ans, devait respecter le délai d'attente de 2 jours. Joanne a ensuite contacté leurs parents, qui sont descendus à Virginia Beach, et ont commencé une recherche civile pour l'adolescente. La famille se souvient que la police était inutile à l'époque et a même perdu des photos de Barbara qu'ils avaient données. Ils étaient sûrs qu'elle n'était pas partie volontairement car il ne restait que 2 semaines avant le mariage de sa sœur Thérèse. La famille a maintenu la cérémonie, espérant que Barbara viendrait. Thérèse se souvenait avoir pensé que sa sœur était retenue contre son gré. On entend parler de ces choses-là, dit-elle, mais on ne pense pas que ça nous arrivera. Dans leur désespoir de la retrouver, les parents de Barbara ont fait appel à des médiums qui leur ont indiqué des endroits à fouiller. Mais rien n'a été trouvé. La famille a aussi engagé un détective privé, qui a finalement estimé qu'il n'y avait rien de concret. La police de Virginia Beach aurait été irritée par les appels répétés de la famille. La famille a déclaré que la police pensait qu'elle s'était impliquée dans une secte locale et qu'elle était partie avec eux. Peu après la disparition de Barbara, un appelant anonyme a conseillé à la famille de ne pas faire confiance à la police. Puis, environ 8 mois après sa disparition, la famille a offert une récompense de $10 000 pour toute information menant à la localisation ou au retour de Barbara, qu'elle soit vivante ou morte. Un homme a rapidement répondu à l'offre et la famille a reçu une note manuscrite de quelqu'un se faisant appeler Condor. Il a écrit « Pas de police, j'exige de rester anonyme. Sans respect de mes règles, pas d'accord. » En avril 1979, le père de Barbara, muni d'un gilet pare-balles, a été envoyé dans le hall d'un hôtel avec une mallette d'argent liquide sous la surveillance des autorités. Ils ont appréhendé Condor lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Pendant sa garde à vue, il a déclaré aux enquêteurs que Barbara avait été enlevée par 4 hommes, violée et tuée. Il a dit qu'elle avait été emmenée dans un chalet au bord d'un lac près d'Oceana, en Virginie, puis jetée dans le lac.
Ces informations ont amené les autorités à draguer un lac où ils ont trouvé des parpaings et une corde utilisée pour maintenir son corps au fond après l'avoir jeté dans l'eau. Cependant, son corps n'était pas là et avait peut-être été déplacé. L'informateur a réussi un test au détecteur de mensonges, malgré leur fiabilité contestée, puis a arrêté de coopérer après le refus d'immunité des enquêteurs qui le soupçonnèrent d'implication dans le viol et le meurtre. Les 4 suspects de l'affaire ont été identifiés. La famille de Barbara connaît même leur nom. L'un d'eux, James Jimbo Moore Jr., s'est suicidé en 2001, quelques heures après avoir été interrogé par la police de Virginia Beach. Il a donné aux enquêteurs des détails qu'il n'aurait pu connaître que s'il avait vu Barbara la nuit de sa disparition. Johan a dit au New Haven Register que ceux qui ont fait ça agissent comme si de rien n'était. Ils ont commis un meurtre et s'en sortent involontairement sans être inquiétés. La famille précise qu'un suspect vit en Californie, les 2 autres en Virginie. Aucune arrestation n'a eu lieu car le corps de Barbara reste introuvable. Bien que la police dispose d'informations, les restes de Barbara n'ont jamais été retrouvés et aucune arrestation n'a eu lieu. Barbara Monaco avait 18 ans lorsqu'elle a disparu de Virginia Beach, en Virginie, dans les premières heures du 23 août 1978. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux bruns et elle a été vue pour la dernière fois portant une chemise jaune à manches longues, un jean bleu, une ceinture marron et des sabots. Elle mesure 1,63 m et pesait 50 kg au moment de sa disparition. Elle avait déjà subi une fracture fine à son bras gauche et elle est aveugle d'un œil. Si elle est toujours en vie, elle aura 64 ans. Toute personne disposant d'informations sur sa disparition peut contacter la police de Virginia Beach au 7 5728 54241. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.